on va commencer puisque j'ai pas l'impression que Katharina va se connecter et au pire, elle nous rejoindra en cours de route. Top. Allez. Bon, du coup, vous me connaissez déjà, je pense. Donc, je suis Neila du back-office. Et normalement, vous me connaissez aussi surtout pour les big tickets puisque c'est moi qui traite vos emails en règle générale. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter notre toute première masterclass du back-office sur la vente. Alors, vous avez déjà l'habitude normalement des masterclass produits qui sont un peu là pour vous renseigner sur tous les produits qu'on a et bien vous expliquer toute notre collection. Donc, qui vous donne un petit peu les ingrédients déjà et le détail de tous les ingrédients qu'on a. Et nous, avec cette masterclass-là, on va essayer de vous présenter quelques petites recettes de cuisine que vous pourrez du coup présenter à vos clients. Alors, bien évidemment, beaucoup des notions qu'on va voir ensemble aujourd'hui, vous les connaissez déjà. Vous êtes déjà familier avec. Donc, cette classe est vraiment là pour clarifier un petit peu certaines attentes de la marque en termes de vente. Et aussi pour trouver les bonnes idées pour vous, pour pouvoir former vos équipes sur la vente américaine vintage derrière. Donc du coup, cette formation, elle va se présenter, elle va se découper en 3 grandes parties. Donc d'abord les étapes de vente American Vintage. Ensuite, vous aurez toute une partie sur comment augmenter votre indice de vente. Et une partie questions à la fin, on pourra échanger si vous avez des questions sur le training qu'on aura vu. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, moi j'aimerais vraiment qu'on se mette dans la peau du client un petit peu et qu'on essaye d'imaginer quelles sont nos attentes à nous en tant que client quand on rentre dans une boutique, dans un magasin. Donc Anaïs, peut-être je te laisse commencer. Moi par exemple, quand je rentre en boutique, j'aime bien qu'on me dise bonjour. Ça, c'est un truc qui me refroidit un peu. Quand je rentre dans une boutique, qu'on me dit pas bonjour, j'ai toujours un peu, surtout quand on a passé énormément de temps en boutique, c'est quelque chose que j'attends. C'est la base et le b.a.-ba de tout, vraiment. Et en plus qu'on ait de l'expérience ou pas, déjà, moi, je trouve que c'est la politesse. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si tu rentres dans un magasin, en fait, et que en fait, tu es un peu considéré comme un fantôme, en fait, j'ai envie déjà tout de suite de repartir. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, tout à fait d'accord avec toi. Après, tout dépend aussi quelle est la boutique. Dans le sens où si tu es dans une telle que, par exemple, H&M ou Zara, je ne m'attends pas à avoir un bonjour, ça m'est égal. C'est ça. Là, je parle de boutiques qui sont le premium, si tu veux. Un peu les boutiques qui nous sont similaires. Tout à fait. Oui, donc je te rejoins à 2000%. Et un petit sourire aussi, ça fait du bien. Un petit sourire, ça fait toujours du bien, on est d'accord. Loïc, toi, t'as quoi comme attente, toi, quand t'es client qui rentre en boutique? Pareil, bon accueil, chaleureux. Et comme a dit Anaïs, bonjour, c'est la base. On est d'accord. Et bien, du coup, en effet, il y a un peu plus que ça en réalité. On a remarqué qu'il y avait 4 attentes cruciales des clients quand on arrive en boutique en général. Donc, bien évidemment, la considération et le respect. Donc, c'est ce qu'on disait, un sourire, un bonjour. Les clients, enfin nous-mêmes, quand on rentre en boutique, on a besoin de se sentir un peu unique, un peu privilégié. Et bien évidemment, on a envie que ça se passe comme ça avec tout le monde. Par exemple, si je rentre en boutique et que, en même temps qu'une autre cliente et que la vendeuse connaît déjà la cliente qui est rentrée juste avec moi, si elle lui donne toute son attention à elle, je vais mal le vivre en tant que client. Donc, c'est vraiment de faire attention et de juger un petit peu votre bonjour et de le donner à tout le monde. Ensuite, on a la disponibilité. Donc, évidemment, se rendre disponible pour les clients. Donc, d'arrêter ce qu'on est en train de faire ou, si on ne peut pas, de communiquer avec le client qu'on sera avec eux une fois qu'on aura fini notre tâche. Du coup, ça a son importance aussi. Ensuite, on a la flexibilité. Donc là, c'est d'être capable en fait de s'éloigner un petit peu de notre travail officiel entre guillemets et d'aller un petit peu plus loin. C'est l'extra mile dont on parle assez souvent, d'aller un petit peu plus loin pour le client. Donc par exemple, si la cliente elle vous dit qu'elle cherche quelque chose pour un événement particulier sur un week-end et qu'elle connaît pas la température, allez sur internet et regardez la température qu'il fera là où elle sera par exemple.
ou si elle doit continuer à faire ses courses et qu'elle vous demande de garder ses sacs, de pouvoir se rendre disponible pour ça aussi. Et ensuite, le quatrième point, c'est vraiment de trouver des solutions, peu importe les demandes clients. Donc, ne serait-ce que d'essayer de trouver la solution, en règle générale, c'est la solution. Et ça permet aux clients de se sentir considérés. Donc, ça nous ramène au premier point. Donc, voilà. Maintenant, on va commencer sur les étapes de vente. Et on va les mettre en comparaison. Donc, on a pris les étapes de vente qui étaient un petit peu classiques, on va dire, celles qu'on peut trouver sur Internet quand on tape étapes de la vente, et on les a comparées avec ce que nous, nos étapes de vente à nous. Donc, on a bien évidemment l'accueil et l'accroche, qui chez nous resteront les mêmes. Ensuite, on a la découverte des besoins du client, on a la proposition, on a l'argumentation et la vente additionnelle, et chez nous, ça représente à la partie exploration des besoins. Ensuite, on a répondre aux objections et le closing, chez nous, ce sera la partie transformée. Et ensuite, on a la conclusion qui, chez nous, représentera la partie juste après la vente. Alors, on va commencer par le début, l'accueil. Et une petite citation de David Swanson qui dit que vous n'avez jamais une deuxième chance de faire bonne impression. Et en effet, les 20 premières secondes de votre rencontre sont fondamentales. Et ça, c'est valable pour tout, que ce soit en entretien avec les clients ou dans la vie en général. Les 20 premières secondes de votre rencontre avec une nouvelle personne sont absolument fondamentales. Et c'est elles qui vont donner le ton un petit peu de la relation que vous ayez. Donc, elles conduiront soit à une interaction très positive, soit ça vous donnera, si vous les ratez, ça vous donnera un petit peu plus de difficultés pour rattraper le coup, entre guillemets. Donc ensuite, on a l'accroche. Et donc les 20 premières secondes du dialogue conditionnent 80% du résultat. Ça, c'est le principe de Pareto. Et en fait, ici, nous, par résultat, on va vraiment vouloir dire l'échange avec le client. Donc c'est votre première phrase, on va dire, à un niveau un peu plus intime avec votre client. C'est celle qui viendra juste après votre bonjour, en règle générale. Et c'est cette phrase-là qui va vraiment vous aider à créer un lien et à montrer au client l'intérêt que vous lui portez. Pour qu'elle soit pertinente, votre phrase d'accroche, elle doit être spontanée, ça doit être franc, non répétitif, à savoir vous n'allez pas sortir la même à tous vos clients à chaque fois, et adaptée à la personnalité du client. En fait, votre accroche, vous devez vraiment l'adapter à la situation qui se présente en face de vous et évaluer un petit peu la personnalité du client, sa tranche d'âge, son style, et l'aborder de la bonne manière pour pouvoir tirer le meilleur parti de ces 20 premières secondes de dialogue. Donc, on a quelques exemples ici. Donc, on a par exemple jouer avec la météo. Donc, quel temps hivernal, venez vous réfugier au chaud. Par opposition, il peut faire très chaud et du coup, vous pouvez aussi proposer. Je sais que dans certaines boutiques, vous avez des limonades, par exemple, à disposition. Peut-être lui proposer un verre ou ce genre de choses. Après, vous avez la cliente que vous connaissez beaucoup, donc l'adresser par nom, bien évidemment. Je suis heureux de vous revoir, comment allez-vous? Si elle vous a parlé d'un événement quelconque la fois d'avant, peut-être lui demander comment ça s'est passé, ce genre de choses. Ensuite, on a la version où vous allez discuter un petit peu des nouvelles inspirations de la marque pour la collection. Donc, certaines clients n'y sont absolument pas sensibles et d'autres vont au contraire beaucoup apprécier. Donc, toutes les fashionistas, un petit peu, quand elles rentrent en boutique, du coup, ça peut peut-être les intéresser. Ensuite, vous pouvez, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, commencer par demander si elles sont déjà venues dans la boutique, si elles connaissent le fonctionnement de la boutique, ce genre de choses. Après, vous avez aussi l'approche un petit peu plus directe quand vous voyez qu'une cliente est très intéressée par un produit en particulier, du coup, l'aborder sur ce modèle-là en premier. Vous pouvez aborder aussi sur la marque. Donc ça rejoint un petit peu connaissez-vous notre magasin et développer un petit peu sur l'histoire de la marque et d'où elle vient. Et après, un grand classique, vous pouvez aussi les complimenter sur une pièce de leur ensemble. Donc là, on a pris l'exemple des sneakers. Ça peut être le sac, ça peut être un manteau par exemple.
Après, le seul truc que je dirais avec celle-ci, c'est qu'il faut éviter de la faire trop de fois d'affilée. Par exemple, si vous avez 2 clientes qui rentrent de manière consécutive, mais ça tombe un peu sous le sens, de ne pas utiliser la même accroche, bien évidemment. À éviter les fausses politesses et les banalités. Par exemple, bonjour madame, je vous laisse regarder. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Je vous laisse découvrir ma collection. C'est quand même des accroches qui sont hyper détachées au final. Et plutôt, à mon avis, une cliente qui fait une journée boutique, elle va l'entendre 10 fois dans la journée, celle-là. Ou les questions trop fermées. Puis-je vous renseigner, vous cherchez quelque chose en particulier, parce que 9 fois sur 10, vous allez récupérer un non, et du coup, ça va un peu vous casser votre relation avec cette cliente dès le départ, quoi. Donc, vous avez bien compris, ouais, c'est le classique. Donc, peu importe la phrase d'accroche que vous choisissez, l'idée ici, c'est vraiment de l'adapter à l'humain que vous avez en face de vous. Tout à fait. Donc ensuite, on rentre dans la découverte des envies. Donc ça, c'est notre partie qui est la plus grosse. Et bien évidemment, pour découvrir les envies, la première chose à faire, c'est de découvrir le client. Donc là, on va un peu se mettre dans la peau d'un mentaliste ou d'un profiler, à essayer un petit peu de deviner déjà, juste en regardant le client et en ayant échangé que quelques mots avec lui, de voir qu'est-ce qui pourrait l'intéresser. Donc peut-être d'observer un petit peu son style vestimentaire, les couleurs qu'il porte, enfin qu'il ou qu'elle porte ce jour-là. Et ensuite, vraiment essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail. Et essayer déjà de découvrir donc, les envies et les motivations d'achat de la personne, son rapport à la marque, donc savoir s'il nous connaît déjà ou pas, essayer de déduire ses goûts personnels, donc en voyant un petit peu comment la personne s'est habillée ce jour-là, encore une fois, les couleurs qu'elle a choisies, donc son style vestimentaire, les couleurs qui lui sont propres, et très important aussi, et qui est parfois un peu trop oublié, c'est la morphologie. Parce qu'au final, on est tous différents et tout ne va pas aller en fonction des différentes morphologies. Il y a certaines pièces qui seront plus adaptées à certains types de corps que d'autres. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on va réussir un petit peu à découvrir chacun de ces points-là? C'est très simple, en posant les bonnes questions, bien évidemment. Et chaque information que vous allez recueillir en fonction de vos questions est absolument cruciale pour justement optimiser votre service client à 100%. Si vous voyez que le client a un peu de mal à répondre, vous allez pouvoir l'aider avec la découverte assistée. Donc, la découverte assistée, c'est ce qu'on appelle souvent les questions à choix multiples pour essayer un petit peu de guider le client dans une direction ou d'une autre. Le plus important, c'est toujours de confirmer point par point à chaque fois et surtout étape par étape. Donc, bien prendre le temps pour pas que le client se sente trop overwhelmed, on dit. Donc, pour faire une bonne découverte tout en respectant le confort de votre client, ça va être crucial d'éviter l'aspect interrogatoire de police. Donc, ne posez qu'une seule question à la fois. Après chaque question, bien écouter la réponse. Donc, le silence, ici, c'est votre allié. Ne pas passer du coq à l'âne. Donc, restez quand même assez logique aussi dans votre mode de questionnement. Ne pas interrompre la conversation. Donc, encore une fois, ça va avec écouter la réponse. Et éviter de poser trop de questions fermées à la suite. Parce que du coup, vous bloquez un petit peu la réflexion du client. Donc, juste pour que vous sachiez, il existe 3 grandes motivations ou types d'envie de clients qui rentrent en boutique. On retrouve l'envie implicite, l'envie explicite et l'envie complémentaire. Ouais. On va commencer par décrire un petit peu l'envie implicite parce que c'est la plus difficile, on va dire. Mais avant de commencer, c'est vrai que je pense que c'est important aussi de spécifier qu'aujourd'hui, les clients, même nous, en tant que clients, on n'a plus vraiment de besoin. Parce que on vit dans une société où on a déjà, je pense qu'on a déjà quand même tout ce dont on a besoin dans nos armoires, surtout dans le prêt-à-porter. Donc, quand on fait du shopping en général, ce qui va déclencher un achat, c'est plus une envie qu'un besoin. Exactement. Je me permets d'ailleurs, en rajoutant Naïla,
sais, au dernier meeting, Baptiste disait, c'est de créer le désir, vraiment le fait Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bah, du coup, on a utilisé le mot desires en anglais, sur la version anglaise de cette présentation. Et c'est vrai qu'on s'est dit que le mot français, c'était vraiment un désir, ouais, et on a préféré se cibler sur envie parce que c'est vraiment quelque chose qui est, voilà, c'est pas un besoin qui existe, ça répond pas à une demande interne, c'est quelque chose d'assez spontané. Exactement. Et donc, l'envie implicite, c'est en général la cliente un peu touriste. Donc, c'est celle qui se promène un petit peu dans un musée quand elle est dans notre boutique. Donc, elle fait vraiment le tour. C'est pas une cliente, pour le coup, qui a des attentes particulières, mais qui attend de se laisser inspirer un petit peu. Donc, elle va pas exprimer clairement ses attentes. Là, pour vous, le meilleur moyen, ça va être vraiment d'attendre le bon moment, d'attendre un signe d'intérêt particulier venant de la cliente. Donc, un intérêt particulier pour un produit ou, si vous voyez qu'elle est un petit peu insistante sur un coin de la collection, voilà, c'est à ce moment-là qu'il va falloir l'aborder. Il faut vraiment utiliser les questions ouvertes avec elle parce que l'idée, là, c'est de la faire parler pour justement pouvoir détecter et récupérer un maximum d'informations pour arriver ensuite à les mettre en relation et créer cette envie chez le client. Donc, l'amener à s'intéresser à un produit. Ensuite, on a les clients avec des envies explicites. Donc ça, en général, c'est la cliente droite au but. Elle sait ce qu'elle veut. Elle va, d'habitude, la plupart du temps, elle va quand même venir directement vous poser des questions ou vous voir vous parce qu'elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle l'a vu sur Internet ou elle l'a vu porter ou elle l'a vu dans un magazine porter sur quelqu'un. Donc, elle est à la recherche de quelque chose de précis. Donc, elle arrive à clairement exprimer son attente pour le coup. Donc, avec elle, c'est plus facile entre guillemets. Et vous pouvez aller à l'essentiel directement. 3 à 4 questions ouvertes ou à choix multiples qui soient précises et qui aient du sens en fonction de sa demande. Et normalement, vous arriverez facilement à trouver 3-4 pièces assez rapidement qui correspondent à sa demande. Et ensuite, en dernier, on a l'envie complémentaire. Donc, comme son nom l'indique, elle vient en complémentarité des 2 autres envies. Et c'est l'idée d'aller au-delà de la demande initiale, au-delà du produit initial que vous aurez trouvé. Et donc, cette partie-là, on y reviendra un petit peu plus loin dans le training parce que ça a beaucoup de rapport avec justement l'augmentation de votre indice de vente. Le vendeur audacieux, c'est un training qui vous a déjà été fait justement pendant les retail meetings passés. Et donc, pour nous, le vendeur audacieux, il a pour mission de générer ces envies-là, qu'elles soient implicites, explicites ou complémentaires. Donc, adaptez votre approche en fonction du client, bien évidemment, et personnalisez-la. Donc, depuis le début, je vous dis de poser des bonnes questions. Donc, du coup, comment poser les bonnes questions et quel type de questions ouvertes vous pouvez poser pour étoffer justement votre contenu, le contenu qui vous servira à appuyer votre argumentaire plus tard dans la vente. Donc, nous, on a récapitulé 5 grandes catégories. Donc, quoi? Que cherchez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Pour qui cherchez-vous cet item? Est-ce que c'est pour la cliente? Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Comment? Donc, quel style, quelle coupe, quelle taille, quel tissu, quelle forme, quelle couleur? Pourquoi et où? Donc, pour quelle occasion? Quelle température? Et avec quoi? Avec quoi est-ce que vous aimeriez le porter? C'est aussi une question importante. Moi, souvent, je me rappelle en boutique, il y avait des clients qui venaient déjà avec la pièce qu'elle voulait matcher justement avec ce qu'elle venait chercher en boutique. Alors, dans tout ce process de questionnement, c'est vraiment très important de ne pas se projeter. Et par là, j'entends de ne pas assumer que vous connaissez la définition des mots. Parce que, par exemple, si moi, je vais en boutique et que je demande quelque chose d'un t-shirt large, vous allez me montrer un t-shirt qui est large pour vous. Mais peut-être que ce sera toujours pas assez large pour moi. Donc, c'est vraiment, quand je dis ne pas se projeter, c'est vraiment d'essayer d'oublier nos propres définitions de mots à nous et d'arriver vraiment à comprendre
et à poser toutes les questions pour s'assurer que vous avez la bonne définition du mot par rapport au client. Et donc, si elle arrive et qu'elle vous demande quelque chose de large, eh ben, vous vous assurez de sa définition à elle du mot large avant de lui présenter des articles. Et donc, toutes ces questions, elles vous aideront à connaître les contraintes du client, bien évidemment. Ça vous aidera aussi à croiser dans votre esprit un certain nombre d'articles qui correspondraient à la demande du client. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de bien connaître votre collection et qu'on insiste toujours sur l'apprentissage du produit et pourquoi c'est important de le connaître. Parce que du coup, d'avoir tous ces éléments-là en tête, ça vous permet vraiment, vous, d'avoir une espèce de bibliothèque intérieure où vous allez pouvoir, à chaque question, décaler à droite ce qui passe, un petit peu comme, je suis désolée de prendre cet exemple-là, mais un petit peu comme sur Tinder où vous swipez à droite ce que vous gardez et à gauche ce que vous ne gardez pas. Ouais. C'est vraiment arrivé de faire une présélection mentale un petit peu de tous les articles qui vont vraiment pouvoir correspondre à votre client. Donc l'idée ici, c'est qu'après votre interrogatoire, vous allez avoir en tête 3 à 5 articles qui répondent directement à la demande du client pour lui présenter. L'idéal, c'est de ne pas avoir plus que ça, parce que sinon, ça va être un petit peu trop envahissant pour le client dès le départ. Donc, vous présentez un seul article à la fois. Et bien évidemment, c'est hyper important aussi dans ce process-là de reformuler la demande de votre client pour vous assurer que vous ayez compris et que vous n'ayez rien oublié pour lui montrer que vous vous intéressez à lui. Ça revient un petit peu au point numéro 1 des attentes cruciales du client, la considération. Ce qui nous amène à la reformulation. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de reformuler? Eh bien, tout simplement parce que la reformulation, ça valide votre propre compréhension des désirs du client et de sa propre compréhension à lui, s'assurer que lui-même a bien compris, que lui-même a compris ce que vous avez compris. Je ne sais pas si c'est très clair. L'attention que la reformulation vous demande, parce que du coup, il faut vraiment que vous ayez une écoute active pendant que le client vous explique, ça vous aidera aussi à mieux vous souvenir de ce qu'a dit votre client et du coup à alimenter votre argumentation plus tard. Ensuite, l'interlocuteur se sent écouté et compris et du coup, vous créez un climat de confiance. Et du coup, il prend conscience de ce qu'il vient de dire, ça l'aide aussi à réfléchir. Ce climat de confiance l'incite aussi à approfondir sa réflexion et à vous donner encore plus de contenu pour justement votre argumentaire plus tard. Et du coup, si jamais vous avez une mauvaise interprétation, le client sera libre de vous corriger et de préciser ce qu'il veut dire. Moi, je sais que c'est en général, c'est une technique que j'utilisais beaucoup avec mes équipes aussi. La reformulation, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser partout dans votre vie. Même avec Charlotte, aujourd'hui, on l'utilise assez régulièrement, surtout quand on a des nouvelles tâches. J'aime bien, quand elle me demande de faire quelque chose, j'aime bien en général répéter ce qu'elle vient de me dire pour m'assurer que j'ai bien compris et valider avec elle que c'est bien ça qu'il fallait comprendre en fait. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser même avec vos équipes, du coup, quand vous leur demandez de faire une nouvelle tâche, par exemple, pour vous assurer qu'ils aient compris, leur demander de reformuler. Et donc, à quoi ça sert de reformuler? À résumer la demande du client avec des mots-clés, à synthétiser ses motivations d'achat et du coup, renforcer votre argumentaire de vente vous aussi derrière, et bien évidemment, à confirmer les envies du client. Et donc, après ça, pour le client, il reste 3 possibilités. Soit le feu vert, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Soit un feu orange, oui mais. Soit un feu rouge, non, c'est pas ça. Alors, ce qui nous amène à la partie transformer et traiter les objections. Donc, pourquoi est-ce que les clients font des objections selon vous? Anaïs, est-ce que tu as des idées? Ils font des objections parce que ce qu'on leur propose, ça leur plaît pas. Oui. Enfin, parce que ça correspond peut-être pas à leurs attentes. Parce qu'ils ont peut-être pas l'argent. Enfin, des fois, le prix, ça reste une objection dans le sens où ils sont réfractaires au prix. Donc, du coup, moi, je pars un peu comme dans un entonnoir au niveau des produits. Quand je forme les fiches, je pars toujours sur le produit le plus cher pour essayer de vendre le plus cher.
si je vois que le produit, hop, il est plus cher, je pars sur le deuxième produit, etc., etc. C'est vrai, le prix, ça peut définitivement être une objection. Et toi, Louis, tu as des idées d'objection client? N'oublie pas de couper le micro, de remettre le micro plutôt. En fait, Naëla, on est vraiment que deux. On n'est que toutes les deux, il est parti. Parce que j'ai la présentation sur l'ordinateur, donc je t'avoue, je ne vois pas. J'en sais rien parce que je ne le vois pas non plus. Alors. Moi, je le vois. Non, normalement, il est là. Ouais. Il a coupé le micro. Je ne sais pas s'il nous entend, du coup. Bon, écoute, on va continuer comme ça. Et donc, du coup, donc, une des grandes objections clients, c'est le besoin d'être rassuré. Pour nous tester aussi, tester nos connaissances, notre sincérité aussi vis-à-vis d'eux. Par esprit de contradiction, parce qu'on est tous humains et qu'on aime bien faire ça en règle générale aussi, surtout nous, Français. Et pour se débarrasser de nous. Alors, comment traiter ces objections et pourquoi c'est important de les traiter? Déjà, il faut savoir que, comme tu disais tout à l'heure, donc il y a deux types d'objections en règle générale. Vous avez l'objection sincère et vous avez l'objection un peu prétexte. Donc, en général, l'objection prétexte, c'est justement celle qui va être sur le prix, par exemple, quand ça va être trop cher, ou basée sur l'environnement. Par exemple, la cliente, elle vous dit je suis désolée, mais il faut que j'aille, je me suis mal garée, il faut que j'aille changer la voiture, ou j'ai rendez-vous chez le médecin, je reviendrai plus tard. C'est ce type d'objection. Moi, j'ai même eu droit une fois à je suis désolée, mais j'ai rendez-vous chez le psychologue. Oui. Donc, on en est des vertes et des pas mûres, mais c'est toujours lié plutôt à l'environnement. Alors qu'une objection sincère, c'est une objection qui va souvent être reliée au produit. Par exemple, je suis pas sûre de la taille, je sais pas si la couleur c'est vraiment la bonne. Ça va être ce type d'objection-là. Et donc, comment les traiter? Sur l'objection de prétexte, en général, il vaut mieux pas insister parce que vous gardez le sourire, vous remerciez la cliente, mais il faut la laisser partir parce que ça peut être, comme tu disais tout à l'heure, lié au prix, et donc peut-être qu'elle a un peu honte de ne pas pouvoir payer, ou ce genre de choses. Donc, il faut rester courtois et juste comprendre sa position. Tu la laisserais partir, du coup, toi, Naïla? Pardon? Moi, là, du coup, tu dis que tu la laisserais partir dans le sens où si elle n'a pas le budget, du coup, dire, en gros, tant pis. Non, je la laisserai partir si elle utilise un autre, parce que quand c'est sur le prix, c'est pas forcément... en général, quand c'est une objection sincère sur le prix, à la différence de prétexte, elle va te parler directement du prix, et donc du coup, toi, tu vas pouvoir après jouer avec un article similaire et un peu moins cher. En revanche, si c'est un prétexte sur le prix, en général, elle va pas, quand elle a honte parce qu'elle n'a pas l'argent, elle va utiliser quelque chose qui sera plus lié à l'environnement, du style, comme je te disais tout à l'heure, je me suis mal garée, il faut que j'y aille. Moi, c'est sur ce genre d'excuses-là où je te dis, il vaut mieux les laisser partir parce que là, elle essaye de se débarrasser de toi pour le coup. Ok. Donc, dans ce type de situation-là, il ne faut pas insister. En revanche, quand c'est quelque chose de sincère et qu'il y a une vraie discussion par rapport à la couleur, à la taille, ou même par rapport au prix, là, du coup, l'idée, ça va être de vraiment de la rassurer. Ouais. Et de lui proposer des alternatives, bien évidemment. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'une objection, c'est une opportunité de dialogue. Donc, ça ne sert à rien d'être en désaccord parce que il ne faut pas le prendre personnellement. C'est pas, ça aurait été quelqu'un d'autre en face d'elle, elle aurait eu les mêmes objections. Donc, c'est vraiment de reconnaître cette objection-là et d'arriver à la discuter avec elle quand elle est sincère. C'est un bon moyen, en fait, au final, de renforcer aussi votre relation avec le client et votre contrat un petit peu de confiance que vous avez avec eux. Mais en tous les cas, vous n'êtes pas là pour convaincre ou persuader, mais plutôt d'obtenir l'adhésion du client. Et donc, pour ça, c'est important de justement reconnaître ces objections-là, parce qu'au final, on est tous différents et on a tous le droit de penser différemment. Et ne pas répondre à une objection, ce serait vraiment perçu comme une rupture de contrat de confiance avec ce client-là. Donc, c'est important de garder ça en tête et c'est pour ça que c'est important d'y répondre.
Donc, une fois qu'on a répondu à toutes les objections, on va vouloir terminer la vente. Et donc, comment s'y prendre pour finir la vente? Certains clients ont un peu du mal à prendre des décisions et restent assez hésitants tout le long. Donc, c'est vraiment à nous, finalement, de prendre un petit peu le contrôle sur la fin de la vente afin de pouvoir passer cette étape de closing. Donc, attention, encore une fois, il ne s'agit pas de forcer la vente, mais de vraiment aider le client dans sa prise de décision. Donc, un vendeur hésitant, ça va forcément donner un client un peu plus inquiet. Et un vendeur confiant, ça va donner un client rassuré. Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est vraiment très important de toujours utiliser le présent, de faire des phrases courtes, d'éviter les mots qui inspirent le doute, comme peut-être, éventuellement, probablement. Et le plus important, bien évidemment, c'est d'être passionné par ce que vous racontez, parce que du coup, votre passion, elle va forcément déteindre sur la décision du client derrière. Donc, on a mis ici sur le PowerPoint quelques idées de closing qui vous avaient déjà été présentées dans le vendeur audacieux. Donc, on a récupéré la technique du chiot. L'essayer, c'est l'adopter. Donc, prenez-le aujourd'hui. De toute façon, si ça ne vous va pas, vous pourrez toujours revenir. Donc, c'est en effet une technique de closing pour un client qui est pas très rassuré. Après, il faut faire très attention parce que sur cette technique-là, il faut vraiment maîtriser la politique commerciale et surtout être transparent sur cette politique-là avec le client. Donc, bien lui expliquer comment ça se passera quand il ramènera la pièce. Oui. Ouais. Après, comme ça, pas de surprise. Après, vous avez la conclusion directe. Donc là, vous prenez le pouvoir. Donc, on est bien d'accord. On part sur ce pull-là à 150. Voilà, vous êtes direct, assuré. Ensuite, on a mis le vendeur de rêve. Alors moi, c'est un peu ma préférée, celle-ci. Je sais que j'aimais bien l'utiliser, en tout cas, moi, quand j'étais en boutique. Et c'est l'idée de vraiment aider votre client à se projeter avec son ensemble dans l'avenir. Donc, par exemple, nous, en ce moment, ce qui nous ferait rêver, c'est juste de pouvoir sortir après le boulot, boire un verre en terrasse, chose qu'on ne peut pas faire depuis suffisamment longtemps. Et du coup, si vous arrivez à la projeter en terrasse avec ses copines après une dure journée de travail, je pense que c'est quelque chose qu'elle appréciera et tout de suite, ça lui donnera déjà un petit peu plus envie. Donc moi, c'était vraiment une technique que j'aimais bien utiliser. Après, vous avez le bilan. Donc, demandez au client un inventaire des pour et des contre. De cette manière, vous pouvez rebondir sur les pour pouvoir les mettre en avant. Et ensuite, vous avez l'alternative ou la fourchette. Donc, essayez de remplacer le choix oui-non par le choix oui-oui. Donc, à savoir, au lieu de dire est-ce que vous voulez ce pull ou rien du tout, est-ce que vous voulez ce pull en rouge ou est-ce que vous le voulez en bleu? Donc, dans tous les cas, elle prend quelque chose. La clé ici, c'est vraiment de ne pas hésiter et d'y aller franco. Donc, une fois qu'on a passé tout ça, on arrive après la vente et là, on a deux conclusions possibles. Donc, la première conclusion, c'est quand vous arrivez en caisse, donc encore une fois, vous suivez votre client en caisse et une fois que vous êtes en caisse, vous voulez finir du coup cette vente sur une note positive. Donc, d'après vous, comment est-ce que vous y prenez pour justement finir sur une note positive ? Pour que la cliente revienne après, c'est une nouvelle cliente, c'est ça? Oui, c'est comment vous finissez votre vente en règle générale avec une cliente quand vous êtes en caisse. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Ah écoute, on essaye, on l'enregistre sur notre fichier client pour qu'elle revienne. Pour voir si c'est une bonne cliente. Mais bon, ça, on était censé aussi le faire avant pour voir du coup qu'est-ce qu'elle prenait comme produit chez nous pour cibler directement les besoins. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on dit? Je sais pas, ça paraît tellement... Est-ce que ça vous arrive, par exemple, de la remercier pour sa visite? Ah bien sûr, oui. Puis c'est vrai que les clientes, je sais pas comment... la remercier, je sais pas, elle va te dire... j'arrive pas... c'est vrai que ça me paraît tellement naturel que j'arrive pas à savoir. En général, c'est des... Comment dire? Ça va être des réflexes qu'on a, mais sur lesquels on ne s'est jamais vraiment posé pour réfléchir. Voilà, alors après, si par exemple, il y avait par exemple un produit peut-être qu'il n'y avait pas en boutique
Par exemple, si elle fait une VEL, du coup, elle va pouvoir revenir. Donc, du coup, ça va être le moyen de lui dire de revenir en boutique. Dire qu'on va recevoir des capsules durant la collection. Donc, comme ça, la dame, elle va pouvoir revenir. Écoute, Loïc, si tu as des idées, vas-y. Loïc, n'oublie pas. Ouais. Je suis là. N'oublie pas de couper ton micro. Je vous entends bien depuis tout à l'heure, mais c'est mon micro qui bug un peu. Il n'y a pas de souci. Et du coup, tu as des idées, toi, une fois que tu arrives en caisse, comment ça se passe avec les clients en général? Une fois que j'ai terminé la vente, moi, ce que je fais beaucoup, c'est que je les raccompagne déjà à la porte. Et ça, c'est vrai que dans certaines boutiques, il n'y a pas forcément ça. J'essaie de me mettre près de la fenêtre, en fait, pour avoir du réseau. Et, je les raccompagne énormément à la porte. Et je continue tout le temps. En fait, une fois que j'ai terminé la vente, j'arrête un peu de parler de la marque et du produit. Et je me réintéresse à elle pour lui montrer, en fait, que j'ai pas voulu simplement lui vendre, et que j'ai vraiment créé une relation avec. C'est vrai que comme ça, j'arrive à fidéliser. Mais, tout à fait. C'est hyper important justement de s'éloigner un petit peu de la vente sur la fin pour encore une fois montrer, on revient encore une fois sur le premier point crucial, c'est la considération. En fait, d'arriver à leur faire comprendre que on les apprécie vraiment sur le plan professionnel et personnel, au-delà de juste leur vendre quelques pièces. Oui. Donc c'est vrai que c'est d'arriver à leur faire sentir qu'ils sont pas juste, excusez-moi du terme, mais que ce sont pas juste des porte-monnaies et que c'est vraiment, on est conscient que ce sont des personnes qui sont avec nous et qu'on apprécie échanger avec eux. C'est vraiment de pouvoir mettre ça en valeur sur la fin de la vente. Donc voilà, mais c'est bien parce que vous avez déjà des bons réflexes, je pense, tous les deux. Après, est-ce que vous pensez que toute votre équipe a ces réflexes-là? Oui. Oui. Ouais. Oui. Toi aussi, Louis? Oui, Laura et moi, on fait ça tous les deux. Après, là, les deux nouvelles, on leur apprend justement à faire pareil. Mais Laura et moi, on a les mêmes réflexes. Ah bah, c'est très bien. Et alors, la conclusion numéro 2, comment ça se passe si vous n'avez rien vendu du coup? Alors, c'est pas grave, il ne faut pas rester sur un échec parce que justement, moi, je dis toujours aux filles qu'il faut rester positif et dire que si elles ont une bonne image de l'équipe, de la collection, du magasin, de toute façon, elles vont revenir. Donc, ce n'était pas pour aujourd'hui, par exemple, en l'occurrence, l'objection avec le prix, c'est pas grave. Peut-être que le mois prochain, elle aura son argent et du coup, elle pourra se racheter son pull, etc. Tout à fait. Ouais, pareil. Donc, toujours bien penser, du coup, à la remercier pour son temps, parce qu'elle est quand même venue passer du temps avec nous, même si, comme tu dis, elle n'a rien acheté. Après, est-ce que ça vous arrive de parler du programme de fidélité à un client qui n'achète pas? Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'embaser quelqu'un qui n'a pas forcément acheté dans la boutique, par exemple? Oui. J'avoue rarement. Du coup, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi parce que certains clients, ils sont peut-être pas intéressés, ils sont peut-être pas intéressés aujourd'hui parce que, comme tu dis, soit ils n'ont pas l'argent, soit ils ont peut-être pas eu assez de temps ou qu'ils n'ont pas trouvé la pièce. Des fois, quand les clientes elles cherchent quelqu'un, moi je sais que je suis un peu comme ça, quand j'ai quelque chose de spécifique en tête, si je trouve pas exactement ce que je veux, en général, je lâche rien. Donc du coup, de parler du programme de fidélité, de lui donner les avantages, de lui dire que du coup on pourra la contacter quand on fait des événements particuliers, ça peut aussi les intéresser mine de rien, même s'ils n'ont pas acheté ce jour-là. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Ouais. Ensuite, vous pouvez aussi discuter, vu que là en ce moment, surtout à l'export, on a mis en place le shopping virtuel, donc peut-être leur présenter ce programme-là aussi, parce que ça peut peut-être les intéresser, ou les renvoyer sur notre site internet aussi. Et quelque chose, moi, personnellement, que j'aimais beaucoup faire sur des clientes qui avaient passé du temps, suffisamment de temps pour trouver des pièces qui lui plaisaient, c'était en général, je récupérais une carte de la boutique et à l'arrière, je notais les références et les couleurs et la taille qui l'avait intéressé. Et avec ça, j'écrivais aussi en général mon nom et le nom de la boutique pour si jamais elle se retrouvait dans un autre point de vente et que le vendeur avait besoin d'informations, il savait qui contacter directement pour obtenir ces infos. Ouais. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est quelque chose que vous pouvez faire. Après, encore une fois, ça c'est si la cliente a essayé quelque chose. Oui.
Ouais, parce que sinon, il n'y a rien à écrire. Alors, je ne sais pas si là, vous pouvez voir votre écran, mais du coup, je vais essayer de vous faire un petit schéma pour récapituler un petit peu tout ce qu'on vient de voir. Donc, à savoir l'accueil, l'accroche, la découverte des envies, toute la partie transformée, quand le client n'est pas convaincu, gérer les objections, rebondir, repasser sur tout le format. Quand le client est hésitant, du coup, prendre un petit peu le pouvoir pour arriver à le convaincre. Et ensuite passer dans les cabines d'essayage. Donc, soit le client n'est pas convaincu et du coup, on refait un tour et on repart sur rebondir sur les objections, la découverte des envies, on repose les questions. Et quand le client est convaincu, tant qu'il ne nous dit pas stop, on continue notre proposition jusqu'à le closing, l'achat ou le non-achat. Et dans tous les cas, on se retrouve sur les deux conclusions qu'on vient de voir après la vente. Il est top ton schéma là. Ouais, je suis très fan. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Donc maintenant, on va passer à la partie IDV. Donc, et comment augmenter ce KPIs. Donc, je sais que ça, c'est quelque chose qu'on a tous envie de faire. Donc, déjà, est-ce que tous les deux, donc j'imagine quand même, je pense que je l'ai suffisamment dit pendant l'entretien, qu'est-ce que l'IDV pour vous? Qu'est-ce que ça signifie déjà, IDV? Alors, je ne sais pas si vous travaillez peut-être avec UPT plus, non? Non, moi j'utilise l'indice de vente. Ouais, indice de vente. Et toi, Loïc? Indice de vente aussi? Oui, indice de vente aussi. Parfait. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est pour vous l'indice de vente? C'est le nombre de pièces moyen. Et pourtant, on n'est pas à côté de l'autre. Ouais, pas mal. Donc, en effet, c'est le nombre d'articles que vous vendez par ticket, tout à fait. Et donc, pourquoi est-ce que c'est utile de savoir ce que c'est? Tout simplement parce que ça vous permet de mesurer vos performances, déjà. C'est un des meilleurs indicateurs pour voir vos compétences, pour analyser vos compétences en tant que vendeur. C'est vraiment, quand vous améliorez votre indice de vente, en général, c'est que vous êtes un petit peu plus affirmé dans vos propositions, que vous êtes plus pertinent et que vous êtes devenu vraiment une force de proposition face à vos clients. Et enfin, c'est aussi le KPI le plus facile pour améliorer vos performances. C'est le plus facile à augmenter, au final. Parce que vous avez besoin d'apprendre juste à poser les bonnes questions et d'être un peu plus à l'écoute de votre client, à bien évidemment bien connaître votre collection. Mais c'est vrai que souvent, on se rend compte quand une personne vient de commencer, quand un vendeur vient de commencer, quand on le sent un peu plus confortable avec la collection et qu'il a commencé à vraiment bien comprendre comment la collection fonctionnait, en général, un des premiers KPIs qui augmente, ça va être son IV. Alors, comment est-ce que vous le calculez ? Question mathématique de bon matin. C'est le nombre de pièces totales par ticket, divisé par le nombre total de tickets. Tout à fait. C'est ça. Ouais, nombre d'unités totales vendues dans la journée sur le nombre de tickets. Et du coup, est-ce que vous pensez que toute votre équipe sait comment le calculer? Honnêtement, hein? Oui. Et toi, Loïc? Oui. Après, quand je parle équipe, je parle vraiment pour Laura et moi, hein, vu que là, on a recruté vraiment deux nouvelles. Oui, bien sûr. Après, il faut prendre le temps aussi de pouvoir les former. Comme je vous ai dit, on doit d'abord connaître le produit. C'est important d'avoir une connaissance produit avant de pouvoir être formé sur autre chose. C'est bien qu'elles prennent aussi leur place dans la boutique, mais c'est au fur et à mesure. Après, je trouve ça bien que les équipes soient au courant, quand elles sont un petit peu plus seniors, qu'elles soient au courant justement de comment calculer leur IV, parce que ça leur permet, eux, d'avoir vraiment la main mise sur leur performance aussi derrière. Et de pouvoir mieux les contrôler, entre guillemets. Et alors, comment est-ce qu'on peut augmenter l'IV? Déjà, arrêtez d'essayer de vendre un seul article. C'est vrai que la plupart des clients, au final, on s'est rendu compte qu'ils finissent toujours par acheter plusieurs produits, aussi souvent qu'ils n'en achètent qu'un. Donc, c'est vraiment notre travail à nous, en tant que vendeur, de montrer toutes les possibilités qui existent et qui sont pertinentes vis-à-vis du client.
C'est un petit peu comme un exemple tout bête, mais quand vous allez choisir votre nouveau forfait de téléphone, par exemple, en général, vous décrivez un petit peu ce que vous voulez. Le vendeur, il va vous présenter tous les forfaits qui existent, qui pourraient correspondre à la demande, et ensuite, vous faites votre choix. Du coup, nous, c'est notre boulot à nous de pouvoir leur montrer toutes les possibilités qui existent en boutique, que ce soit en look ou que ce soit en produit, pour justement que le client puisse faire le choix le mieux avisé possible. Donc, pensez aux combinaisons gagnantes, c'est ça, aux combinaisons gagnantes, la création de tenues, tout ça. C'est pour ça que c'est hyper important de maîtriser bien cette partie-là de votre collection pour pouvoir justement avoir une proposition qui tient la route. Ensuite, utilisez le bon langage. Et par ça, on entend, il y a des petits mots comme ça que vous pouvez utiliser qui vont du coup s'insérer un petit peu dans la tête du client et qui va lui permettre de voir des articles comme étant rattachés, on va dire presque l'un à l'autre, plutôt que séparément. Donc, vous avez des mots comme collection, comme ensemble, tenue ou complémentaire. Donc, ces 4 mots, ce serait bien de les retenir et de justement essayer d'avoir un petit jeu avec votre équipe. Par exemple, un point pour celui qui le dit à tous, qui utilise un de ces mots-là avec ses clients. Parce que c'est vrai que vous vous rendrez compte que vous vendrez davantage de produits si vous demandez régulièrement à votre client d'acheter un ensemble plutôt que d'acheter un article. Ça permet vraiment d'ajouter de la valeur au produit avec un S que vous vendez grâce juste en changeant ce vocabulaire-là. Ensuite, ne traînez pas votre client vers la caisse. C'est vrai que de façon consciente ou inconsciente, on a tendance, une fois que le client a essayé, on va dire, ce pourquoi il était venu, à leur dire, par exemple, je vais prendre ces articles-là vers la caisse. Je vais les déposer en caisse le temps que vous finissiez. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu tirer le client vers la caisse au final. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir garder le client en cabine le plus longtemps possible. Parce que c'est en cabine que tout se passe. Le client, il est déjà déshabillé, il est prêt à tout essayer. Il est prêt à tout essayer. Donc du coup, c'est vraiment là que vous allez pouvoir, pas insister, mais que vous allez pouvoir lui montrer un petit peu tout ce qui est faisable avec ça ou ces pièces initiales, on va dire. Donc le client, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le client, c'est le seul à pouvoir dire stop. Donc c'est pas à vous d'arrêter les propositions, mais c'est vraiment à lui de vous dire là c'est bon, on passe en caisse. Donc soyez patient, il fera le premier pas et vous suivez. Ensuite, il faut arrêter les phrases qui tuent l'IDV. Des phrases comme par exemple y aura-t-il autre chose? Parce qu'en général, non, il n'y a jamais rien d'autre. Quand vous leur posez la question, tout de suite, en fait, vous leur faites prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, forcément, s'ils ont trouvé la pièce pour laquelle ils étaient venus, si vous posez cette question-là, à tous les coups, non, il n'y aura rien d'autre. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est hyper important d'écouter les réponses clients, ce que je vous disais tout à l'heure, et d'amasser le maximum d'informations possible. Parce que du coup, vous allez pouvoir utiliser toutes ces informations-là pour continuer à proposer toujours plus, jusqu'à ce que le client vous dise stop. Donc, vendez comme l'expert que vous êtes. Donc, en effet, vous avez une très bonne connaissance produit. Donc, l'idée, c'est de la refléter, de la présenter en ayant confiance en vous et avec beaucoup de sincérité. Pour démontrer votre expertise, plus vous enrichissez l'expérience client, l'expérience d'achat de votre client, plus vous ajouterez de la valeur à cette expérience-là et du coup, plus votre IDV, votre IV sera élevé. Par exemple, si vous avez un client qui vient acheter un pull pour sa femme, exemple tout bête, et que vous lui proposez un masque, si juste vous lui ramenez le t-shirt comme ça, il va forcément vous dire non. En revanche, si vous lui recommandez de prendre le masque avec parce que justement ça agit comme une seconde peau, que ça permet d'être plus doux par-dessous les pulls, que parfois la peau elle est un peu plus sensible à la laine et que du coup ça permet de contrecarrer, que c'est un t-shirt qu'elle pourra utiliser du coup avec tous ces autres pulls, tout de suite vous ajoutez vachement de la valeur ajoutée à ce t-shirt-là. D'un simple t-shirt, il peut aller avec tout ce que sa femme aura déjà.
Et ensuite, remettez-le dans leur esprit. Alors, par ça, on entend, c'est un petit peu le même concept marketing que vous retrouvez en grande surface. Vous savez, à côté des caisses, vous retrouvez les chewing-gums ou les petits bonbons. Et du coup, ça relève un petit peu de l'achat impulsif. Et en fait, l'idée ici, c'est que quand la cliente a essayé beaucoup de pièces en cabine, elle en laisse généralement quelques-unes. Et parmi ces quelques-unes, il y en a une où vous sentez qu'elle a un peu hésité. Bah, l'idée, c'est de la récupérer quand même, de la prendre avec vous et de lui remettre sous le nez une fois arrivée en caisse. Et en fait, là, vous rentrez vraiment dans le domaine de l'achat impulsif. Et en fait, elle ne sera plus à sa près, entre guillemets. Donc là encore, vous pouvez toujours pousser une fois que votre cliente est en caisse. Et après, un des grands leviers pour l'IV, ça va être les ventes croisées ou les ventes additionnelles. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement vendre un produit ou un service supplémentaire à un client qui existe déjà. Donc, c'est l'idée d'aller au-delà de la demande directe du client et de créer tout un nouveau monde autour du produit initial. Donc, être audacieux et déterminant dans votre capacité à proposer et à innover et donc à conclure une vente. Et comment s'y prendre sur cette phase-là? C'est très simple, il faut déjà être confiant. Donc, assurez-vous que vos propositions apportent une vraie valeur ajoutée et donner du sens à ces propositions-là. Donc, c'est pour cette raison que j'ai beaucoup insisté dans la partie questionnement sur gardez bien les informations en tête, parce que vous allez pouvoir vous aider de ces informations-là pour justement proposer des éléments qui sont en rapport direct ou indirect avec l'offre initiale. Et en général, vos propositions, elles commenceront toujours par des phrases comme vous m'avez dit que vous partiez en week-end, du coup, je me suis dit que un outfit pour le dimanche, ça serait sympa aussi. Donc, si j'ai bien compris, vous allez passer la journée là-bas, donc la soirée aussi. Donc, du coup, je me suis dit que ce cardigan-là, il irait très bien. Enfin, il était fait pour aller avec cette robe. Donc, le soir, comme c'est un peu plus frais, je vous propose ça aussi. Enfin, voilà, de toujours essayer de mettre, peu importe ce que vous proposez à côté, c'est toujours d'essayer de le mettre en relation avec ce qu'elle nous a raconté plus tôt. Et n'hésitez pas à vous servir, vous savez, sur le cloud, dans la partie image, vous avez vachement de looks qui vous sont proposés. Et du coup, vous pouvez vous aider de ces looks-là aussi pour les garder un petit peu dans votre tête, un petit peu comme une bibliothèque, comme je vous disais tout à l'heure, une bibliothèque mentale. Et c'est important de les travailler parce que c'est ce qui vous permettra d'être réactif sur cette phase-là. Parce que si vous avez déjà les looks en tête, du coup, dès qu'il y a un article qui sort, vous avez déjà 4 ou 5 propositions en tête de choses qui pourraient éventuellement aller avec. Et après, vous sélectionnez en fonction, bien évidemment, du style de la cliente que vous avez avec vous. Et donc, l'idée de préparer vos bouquets, donc vos combinaisons gagnantes, donc c'est ce que je vous disais ici, de donner des idées à vos clients et de lui donner des raisons de vouloir plus et d'acheter plus. Donc, de mettre votre article en situation et d'amener le client dans cette situation-là aussi. Lui donner vie à vos looks, en gros. Et donc, pour ça, vous avez quelques petits exercices qui sont assez sympas à faire à vos équipes pendant les temps calmes, par exemple, ou en août. Je sais qu'en général, après, je ne sais pas, à Genève et au Luxembourg, mais je sais que là où j'étais, en tout cas, en août, c'était vraiment la période calme. Et donc, on pouvait justement commencer un peu à s'amuser avec la collection qu'on commençait à recevoir. Mais du coup, un exemple d'exercice, ça va être, par exemple, de récupérer un article, juste une pièce, et de challenger vos équipes sur la création d'un look complet autour de cette pièce-là. Après, vous pouvez avoir des variations, par exemple, créer un look pour différents types de budgets, ou créer un look avec cette même pièce pour différents types de morphologie. De vraiment jouer avec vos équipes sur ça. Je trouve que c'est toujours sympa et ça permet de bien passer le temps sur un mois d'août un peu calme. Après, vous avez un autre type d'exercice que vous pouvez faire, c'est si vous avez un article qui ne se vend pas très bien, par exemple, justement d'essayer de challenger vos équipes sur la création de look avec cet article-là, par exemple. Donc voilà, c'est des petits jeux comme ça que vous pouvez faire avec vos équipes, à voir si ça peut fonctionner ou pas. Surtout là, je sais qu'en ce moment, ce n'est pas forcément le temps idéal pour ça. Mais quand vous avez des temps calmes et que vous êtes avec eux, ça peut être un bon moyen de passer le temps aussi. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite présentation. Donc si vous avez des questions, je vais vous laisser me les poser. Après, j'espère qu'on a été un peu clair quand même. C'était super. Ouais. Net, précis. Ouais, franchement, très bien. Ouais, super intéressant.
Et du coup, ça vous a donné quand même des petites idées sympas aussi pour travailler. Bah, par exemple, Loïc, toi, tu me disais que tu as 2 nouvelles vendeuses avec toi. Est-ce que c'est des choses qui pourront t'aider peut-être avec ces 2 nouvelles recrues? Oui, Bon, mais c'est ouais, parfait. surtout pour l'IV et pour les accroches. Ouais. Oui, tout à fait. Et je vous enverrai de toute façon, je vous enverrai la présentation. Mais c'est vrai que ça peut être des bonnes petites choses. Surtout aussi pour les questions. Moi, je trouve que quand on commence en vente, on a du mal un petit peu à poser les bonnes questions ou à rester sur des questions ouvertes. Et du coup, d'avoir en tête le quoi, qui, comment, pourquoi, qui et avec quoi, bah, du coup, ça permet un petit peu de cadrer les questions, particulièrement pour les personnes qui sont nouvelles et qui débutent un petit peu dans le monde du retail et de la vente. Ouais. Non, puis au final, tu vois, même si ça fait 10 ans que tu fais de la vente et que tu es manager ou autre, je trouve à chaque fois, ça fait du bien d'avoir un refresh. Moi, Oui, j'aime bien. moi, Mm. je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est surtout que des fois, il y a des choses qu'on fait, bah, tu vois, comme on disait tout à l'heure, il y a des choses qu'on fait, c'est presque des réflexes et on réfléchit pas Exactement. forcément à poser une notion dessus ou un concept précis. Et en fait, de faire ce type de training, des fois, bah, ça nous permet de trouver les bons mots justement pour les expliquer et de vraiment se poser et de réfléchir sur la question. Comme par exemple, qu'est-ce que je fais quand j'arrive en caisse avec mon client? C'est des choses qui sont tellement naturelles, on se pose pas vraiment de questions dessus. Mais en fait, du coup, de se poser et d'y penser, ça nous permet de trouver d'autres petites choses qu'on pourrait rajouter pour justement embellir encore plus l'expérience de notre client, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais écoutez, c'est déjà 10 heures. Du coup, je vais vous laisser peut-être ouvrir votre boutique tranquillement. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. C'était bien aussi de faire ça en petit comité, je trouve. Et puis, de toute façon, on aura d'autres masterclass par la suite. Coucou, ça y est, je te vois. Ça y est, j'ai mis la caméra maintenant. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Ben, il n'y a pas de souci, passez une bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Je vais vous Ciao, laisser vous ciao. déconnecter. Bye À bye. bientôt. À bientôt. Oh là. Ça enregistre encore ou pas? Ah oui. Non, je vais arrêter, attends. Arrêtez l'enregistrement. Arrêtez